En tout cas, toi, tu es Swat Fila. Voilà, tu viens de sortir un livre qui s'appelle Du soleil d'or riant à l'encre de l'espoir. Aux éditions, le nom écrit en tout petit. Antidote. Antidote, voilà, c'est ça. Et tu avais sorti avant, en deux moments, il y avait une première édition qui est là, qui est, on va dire, qui est vraiment intime un peu, je trouve, qui s'appelle Salé et l'eau de la mer, ce livre que je connais bien. Et ensuite, tu avais sorti une deuxième version aussi, enfin une deuxième version au sens graphique et de poche de ce livre-là. Et donc on est là pour... l'idée c'est quoi? C'est qu'on va discuter tous les deux sur ton livre en fait. Ou sur... moi j'aimerais bien qu'on discute sur ta manière d'écrire en fait. Sur tes livres, mais sur ta manière d'écrire qui m'interpelle. Donc j'ai eu l'honneur de faire la préface de ton deuxième livre. Je suis honorée que tu aies accepté de la faire. Et moi je suis très honorée que tu m'aies proposé de la faire. Donc du livre qui s'appelle Du soleil d'or riant à l'encre de l'espoir. Et ce que j'aimerais dans un premier temps, peut-être tu voulais que je me présente, c'est ça? Oui. Donc moi je suis docteur en sciences politiques et sociales et je suis anthropologue. Et je suis l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Portrait du colonialiste, qui va ressortir maintenant aux éditions Libres en France, et d'un deuxième livre qui sortira dans un an à peu près, qui s'appellera Du sudalisme. Et j'ai collaboré en tant qu'auteur de chapitres ou directeur de publication des fois à une dizaine d'ouvrages, je crois, à peu près. Donc ils sont tous des ouvrages de sciences sociales. J'ai pas écrit, je n'ai jamais écrit de roman ou de recueil de poèmes. Voilà. Et je fais toujours partie du collectif de hip-hop oriental qui s'appelle Hydra. Mais pour l'instant, ça fait longtemps qu'on n'a plus rien sorti. Voilà. Et toi, tu peux te présenter ici? Voilà, donc moi c'est Swat. Comme Jérémy l'a dit, c'est mon deuxième petit livre que je présente actuellement. C'était très important pour moi qu'une personne comme Jérémy fasse la préface, parce que c'est quelqu'un qui a vécu dans les quartiers, qui a un regard très objectif et qui participe aussi. Et pour moi, c'était vraiment important qu'il ait qu'il ait ces qualités-là, son regard. Et puis c'est un homme qui a aussi accompagné d'autres ateliers d'écriture. On s'est rencontrés aussi lors de ma première présentation avec d'autres femmes. Oui, c'est vrai. Avec beaucoup de bienveillance. Et c'est vraiment, ce que j'aime, c'est le message qu'il arrive à retirer, malgré que le langage n'est pas toujours accessible à toutes. Et j'ai vraiment aimé ton travail. Donc pour moi, c'était super important. Ce deuxième livre, je vais un petit peu le présenter, mais je vais peut-être laisser Jérémy parler un peu de ce qu'il a inspiré en lisant mon texte, parce qu'il a lu quand c'était très brouillon, mais vraiment très brouillon. C'était presque fini. Hein. Oui, mais c'était encore... voilà, donc la trilogie, comme je la nomme, les 3 portraits existaient. Il faut savoir, je pars du portrait de ma grand-mère paternelle. Donc la question se pose souvent, pourquoi la grand-mère paternelle? Oui. Parce qu'elle m'inspire dans le sens où c'est elle qui a migré au sein du pays, oui. Une des premières femmes. Donc je voulais vraiment rendre hommage à ces femmes qui sont toujours en arrière-plan, parce qu'on parle beaucoup du voyage des hommes, mais il y a aussi des femmes qui ont voyagé, ou qui ont voyagé avec des hommes, mais qui sont restées seules sur l'autre rive, telle que je la nomme. Et du coup, il y a ma maman qui est restée seule ici en Belgique pendant pas mal d'années, donc qui s'est débrouillée avec une langue qu'elle ne maîtrisait pas du tout. Oui. Et ça peut invalider. Et puis il y a nous, la génération d'après, notre héritage, ce qu'on en a fait, qui est notre identité, sur quoi on peut aujourd'hui la définir, sur quoi on peut s'appuyer, et le regard aussi de nos terres d'accueil. Je vais utiliser terre d'accueil pour l'instant, on développera plus loin peut-être, on verra. Et ce qui est assez incroyable dans ce que tu décris, c'est le fait que c'est très clair.
et qu'effectivement c'est, comme tu dis, une trilogie, je dirais, avec 3 personnages principaux qui sont ta grand-mère, ta mère et puis toi-même, et qui sont 3 femmes, et qui sont 3 femmes dans le mouvement, quoi, qu'on appelle migration. Et toi, tu t'inscris aussi dans la migration, en fait. Alors, il y a le terme, on en parlait tout à l'heure hors caméra, qui dit migrante de 2e génération ou de 3e génération. C'est un terme qui peut être assez polémique, parce que des fois, il est utilisé par des personnes qui sont là pour marquer toujours une différence, non pas pour reconnaître ce que cette différence, cette spécificité amène en termes de force, de puissance d'évocation, de richesse culturelle, mais une différence comme quelque chose qui serait irréconciliable avec ce que serait la terre d'accueil, donc ou la Belgique, ou la France. Moi je suis français, je viens de France là. C'est pas mal aussi en termes de création de différences qui ne sont pas conciliables avec ce qui, qui ne se nomme pas différent. Donc ce que j'aime beaucoup dans ta démarche, dans le premier livre et dans le deuxième aussi, c'est que tu te définis aussi dans la migration. Et je trouve que c'est une réappropriation qui est intéressante. Tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Alors, fatalement, on a ce côté culturel, on a baigné dans quelque chose, même si, dans le premier livre, je le dis, ce sont des processus de désintégration pour certaines choses qu'on nous demande de laisser sur le côté, parce qu'on est par nos couleurs de peau, parce que l'on est, on dégage quelque chose, on a une identité de toute façon. Qu'on soit blond, qu'on soit basané, on dégage quelque chose. Et il y a cette attache. Et j'ai jamais eu envie de la mettre sur le côté. Et le soleil d'Orient, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie intégralement de ma personne, qui est là. Et que je vois aussi dans le regard de nos mères, mais aussi de toutes ces femmes qui se sont battues, mais aussi des hommes. Parce que, voilà, c'est pas exclusivement la femme, mais je voulais la mettre en avant, voilà, pour tout le combat qu'elles ont mené. Et elles avaient quelque chose qu'elles ont gardé forcément au fond d'elles. C'est ce que je nomme le soleil d'Orient. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas laissé derrière, même si beaucoup vivent quelque chose de l'ordre de la frustration, parce que le paysage, je le décris, là, quand on vient, quand elles sont arrivées, en tout cas, les familles, c'est totalement, c'est l'opposé de ce qu'elles connaissaient. Donc, en termes de mémoire, voilà, il y a quelque chose qui reste là-bas, qu'elles ont voulu retrouver chaque année, chaque été, même si au fur et à mesure... En revenant au pays. Oui, en venant au pays, en voulant construire au pays, en investissant au pays. Et ce que je voulais vraiment décrire, c'est ce qui se passait au sein aussi de ces familles. Et cette posture où on est un peu assis entre les deux, l'Occident et l'Orient, l'islam et voilà, même les autres religions, pour ne pas en citer qu'une, mais on se définit forcément par rapport à ce que l'on vit dans nos foyers. On entend d'ailleurs les cloches. Et voilà, l'église qui nous rappelle aussi. Où nous nous trouvons. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu clairement à ta question. Non, mais tu as très très bien répondu. Et les cloches se sont mêlées à la réponse au moment où tu disais d'autres religions. Tu as dit l'islam et d'autres religions, les cloches ont sonné. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il y a... Quand on parle un peu des situations actuelles, de la façon dont le racisme structurel se répète entre la colonisation et maintenant l'époque post-coloniale dans les pays européens avec les enfants. Alors, Nassira Ghenif, qui est une anthropologue, déteste ce terme de issu de l'immigration, mais on va dire avec les enfants descendants de migrants. Et parfois, on parle beaucoup des discriminations, des défis, ce que j'appelle moi les défigurations, et c'est excessivement important, mais parfois, on passe à côté de l'attache que les enfants peuvent avoir par rapport à la culture d'origine de leurs parents, qui n'a pas toujours été transmise, mais parfois elle a pu être transmise. C'est une chance, c'est une force pour ces enfants, et c'est un peu mis de côté en sciences sociales, je trouve, dans le débat généreux pourtant, et nécessaire, et dans les analyses nécessaires aussi, qui dénoncent le racisme structurel ou qui montrent, qui le rendent visible. Et je trouve ça fort que tu revendiques, et tu le revendiques même dans ton style d'écriture, que tu revendiques cette parentalité, ce lien avec une culture
que tu vas définir d'oriental, en fait, hein, parce que je viens de réaliser que d'or riant, c'était d'Orient. Voilà, mon cerveau des fois marche à différentes vitesses. Non, mais c'est quelque chose qui est arrivé avec plusieurs personnes, d'où l'idée aussi d'expliquer, d'aller en profondeur. Et dans le texte, de découvrir aussi, je l'explique. Donc dans le texte même, voilà, le titre un peu... non mais c'est super parce que je me demandais quel était le jeu, comme il y avait un jeu de mots dans le premier livre, salé et l'eau de la mer. Voilà, je le découvre là, du soleil d'or riant à l'encre de l'espoir. Je n'ai pas, à l'encre, j'ai compris le jeu de mots, mais je n'ai pas compris sur d'Orient. Et c'est intéressant parce que, par exemple, il y a ce livre d'Edouard Saïd qui s'appelle L'Orientalisme et qui dénonce la façon dont les Orients, ou le monde oriental, les mondes orientaux, sont décrits par les académiciens occidentaux. Et ils sont décrits de manière disqualifiante, en fait, pour affirmer la supériorité du monde occidental. Et du coup, à un moment, mais il précise au début de son livre, il dit les mondes orientaux existent, ceci dit. Et toi, tu revendiques cette existence-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parfois, quand on parle simplement de la manière dont l'Occident regarde le monde, on finit par ne plus savoir comment, par exemple, les personnes qui habitent l'autre rive regardent ce qui n'est pas l'Occident et ce qui est aussi leur monde à eux, leur propre culture. Comme tu dis, leur monde. Pourquoi est-ce que, par exemple, il y a encore... est-ce que c'est un problème qu'en France, certaines femmes franco-algériennes, quand elles vont se définir, elles vont dire « je suis algérienne ». Pour moi, ce n'est pas un problème. Ça ne leur enlève rien de leur droit dont elles peuvent jouir en tant que françaises. Mais quel est le problème de se dire algérienne, de se dire marocaine, même si on est belge ou française de nationalité? Et je trouve que c'est vraiment une leçon que tu donnes en écrivant ce livre et en t'inscrivant dans la continuité de cette migration et donc de la revendication de cette culture qui est une culture marocaine que tu n'énonces pas, qui est une partie en tout cas de la culture marocaine ou des cultures orientales que tu n'énonces pas forcément en opposition comme supérieure, mais elle est là et tu la revendiques. Elle est là, tout simplement. Et j'aime beaucoup le terme que tu utilises. C'est vraiment se détacher de cette supériorité-là et de l'infériorité. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Nous sommes ce que nous sommes. Et nous avons le droit d'être, tout simplement. Et dans l'épilogue, c'est un texte que tu n'as pas pu avoir à ce moment-là. Mais j'aimerais vraiment, si tu veux bien, je te proposerai de le lire tout haut. C'est quelques phrases. Ok. Mais elles vont nous aider à avancer. Ah bah écoute, avec plaisir. Je t'en prie, Jérémy. Donc je dis tout? Oui. Okay. C'est très vite lu. D'accord. Alors je vais enlever mes lunettes. Alors, épilogue. Il a été difficile de clôturer ce livre, ces récits de vie. Je ne pensais pas que ce dernier serait aussi confrontant sur le plan émotionnel. Sur un plan émotionnel, pardon. Pour la structure également, il était parfois difficile de relater les événements sans tomber dans des répétitions, étant donné que les vies sont liées. S'arrêter dans le portrait de Toucha pour céder la parole à Fatima en est un exemple. L'hommage fait ici à ma grand-mère paternelle et à ma mère est pour moi un minimum à leur témoigner face à leur courage, leur résilience. Il y a plusieurs sortes d'immigration, plusieurs histoires d'immigrés. Il y a des réussites exceptionnelles à la suite de ce fléau. On ne peut généraliser. Le contexte, pré-immigration est important. Le contexte pré-immigration est important. Je pense que c'est effectivement très important de le dire. Construire à partir de certaines réalités est vital. Je pense qu'il est indispensable de se rappeler que nos parents, en tout cas une majorité, sont venus de zones précaires où l'instruction même religieuse n'était pas accessible. Il demeure un amalgame, un reproche fait aux générations qui suivent, d'y avoir accès et de cheminer avec leurs choix liés à ces ressources nouvelles. Ben là, tu parles par exemple, bon, je finis, puis après on va voir, sous ton aile. C'est un petit texte. D'accord, ok, je croyais que c'était la suite. Pour clôturer. Alors, ouais, ok. Le dernier passage, en fait, me fait penser tout simplement à l'islam et au fait que on accuse parfois la nouvelle lecture de l'islam, qui serait censée être nouvelle, créée dans l'immigration, d'être plus rigoriste parce que plus pratiquante que celle traditionnaliste qui était tout autant détestée par les racistes occidentaux, on va dire, mais qui tout à coup la prennent comme référence, comme une version cool ou light ou plus préférable pour eux de l'islam que la version qui finalement est peut-être une version aussi réparante
par rapport à certaines choses, y compris par rapport à l'islam, que parfois les aînés n'ont pas eu, tes aînés n'ont pas eu au pays. Voilà ce que tu dis. Je trouve ce passage vraiment... C'est super intéressant et important pour moi, voilà, pour clôturer le livre, de pouvoir faire comprendre aussi aux jeunes que c'est un droit aussi. J'essaie durant toute l'écriture de ne pas me poser en juge, de ne pas me poser en analyste, mais de donner les moyens au lecteur, comme je l'ai dit au début, de comprendre aussi d'où il vient. Parce que ce n'est pas juste pour les Maghrébins, il y a toute forme d'immigration, pardon. Et on a des personnes qui sont venues, mais qui se sont fondues tout à coup dans le paysage, mais parce qu'il y a le faciès, parce qu'il y a la religion commune. Moi, je le ressens comme ça. Et dès qu'il y a d'autres signes, qu'il y a autre chose, ben, cette espèce de revendication ne passe pas. Elle devient agressive. Elle est ressentie comme agressive. Oui. Elle devient même par rapport à certaines structures, c'est comme si on les agressait. C'est comme si on agressait. La revendication, par exemple, du fait d'avoir une islamité qui peut être plus visible, plus pratiquante, plus aussi... non pas que l'islamité des parents n'était pas savante, hein, c'est pas ça du tout. Elle adoptait d'autres formes, mais c'est une islamité aussi de beaucoup de femmes descendantes de migrants, puisqu'on parle des femmes là, mais c'est aussi pour les hommes que ça vaut, qui est effectivement plus savante, dans le sens peut-être plus proche parfois des textes, et d'une discussion autour des textes, et d'une réappropriation des textes. Ouais. Et c'est exactement le message que je voulais passer. C'était super important pour moi. Après, dis-moi. Je voulais en revenir aussi sur la création d'Antidote. Comme toi, tu as lu le premier livre, c'est un recueil. Oui. Donc je sais, tu m'as souvent parlé de certains textes qui t'ont touché aussi dans ton métier. Enfin, je voulais que tu nous en dises un peu plus peut-être sur ce premier livre, où tu n'as pas été directement Justement, je me demandais si je te posais encore une question sur ce qui m'a touché. En fait, ce qui me touche dans ton écriture, c'est que tu passes comme j'ai dit, je me suis permis de t'appeler dans la préface poète romancière. Alors, dans le sens où c'est vraiment apprendre au sens propre. C'est-à-dire que tu utilises c'est pas une technique, parce que ça n'a rien à voir avec la technique, un style de fait, je ne sais pas si tu veux avoir ce style-là, ou si tu l'as de toute façon, qui va vite rappeler la poésie. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites en peu de phrases. Je crois que si j'ouvre ton livre à n'importe quel moment, on va le trouver. Par exemple, « J'ai grandi de mes erreurs, de mes peurs, de vos regards, mais surtout du mien, ô combien critique à mon égard. Un nouveau souffle de vie s'est emparé de moi. Peut-être enfin l'amour à mon égard, la bienveillance. » Voilà, il y a un petit amas de mots comme ça, qui sont tous chargés, qui font qu'il y a un récit qui se déroule. On sait que tu vas nous raconter une histoire, tu es déjà en train de nous la raconter en fait, et en même temps, il y a énormément de choses qui sont évoquées, comme le regard à mon égard, le souffle, la vie. On baigne dans un univers sensible, très riche. Merci Jérémy, merci beaucoup. Non, alors ça peut être un compliment, c'est un compliment de ma part, mais je veux dire, c'est surtout factuel. C'est-à-dire que... alors je me rappelle de ça dans ton livre, c'est que tu pouvais parler de choses qui étaient beaucoup plus métaphoriques, enfin, qui appelaient plus facilement à la métaphore, comme par exemple, tu as rappelé tout à l'heure que le livre était surtout consacré aux femmes, il parle aussi des hommes, il parle de ton grand-père, de ce grand-père qui disparaît. Et dans justement, si je ne me trompe pas, je crois que je ne me trompe pas, dans Salé et l'eau de la mer, il y a un texte sur l'homme immigré. Mon père. Voilà, sur ton père, et à partir de l'histoire de ton père, il y a un texte pour tous les hommes immigrés, pour moi. C'est-à-dire que... Voilà, de toute nationalité confondue, les périodes, les époques, voilà, mais même si on se tenait juste à l'homme africain du Nord, on va dire, ou marocain, c'est déjà énorme, parce que par exemple, moi j'ai eu la chance d'organiser des ateliers d'écriture avec des personnes migrantes, notamment africaines du Nord, et je dis avec parce que c'est pas moi qui les fais écrire. Et donc il y avait des hommes, il y avait des femmes,
mais dans les associations, souvent les femmes étaient poussées. Des fois, elles étaient plus là aussi, pour différentes raisons. Et parfois, l'homme, on n'en parlait pas en fait. On ne parlait pas du vécu de cet homme. L'homme était une sorte de personne qui avait eu un vécu qui n'était pas intéressant à problématiser, à interroger, à rappeler, et duquel il n'était pas nécessaire d'évoquer la souffrance, et un vécu auquel il ne fallait pas rendre hommage apparemment. Et donc pour moi, ce texte avait été très important parce que c'est quelque chose qui était très peu visibilisé. Alors en l'occurrence, dans les études que je faisais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de femmes qui ont écrit des très beaux textes. Hein. D'ailleurs, elles ont une manière d'écrire qui me rappelle la tienne, même si toi, tu en as fait, entre guillemets, un métier, dans le sens que, comme on prend, tu as pris un certain temps pour aller plus loin que écrire 2 textes ou 3 textes, mais d'écrire des livres. Et donc, il y a ce texte à partir de ton père, ou sur ton père, et où tu parles du froid, de la solitude, tu parles du vécu de l'homme migrant. Et c'est quelque chose qui était un peu absent, je trouvais, de la littérature qui peut sortir parfois des ateliers d'écriture. Et donc c'était un texte super important pour moi. Et donc là, on était dans un langage plus métaphorique, parce qu'il y avait une masse de sentiments très denses à exprimer, quoi. Et puis après, tout à coup, dans ton livre, il y a quelque chose beaucoup plus cru, comme une opération du cœur, une femme qui s'aperçoit que son mari n'a pas été que son mari, une descente de police aussi, et pourtant, il y a une espèce de maintien de ce langage poétique, au fur et à mesure même de l'énonciation de choses beaucoup plus, on va dire, je dis terre à terre, je dirais plutôt rue à rue, parce que c'est très urbain, ce qui se passe dans ce que tu racontes dans Salé et l'eau de la mer. La descente de police qui vient chercher le frère, ou avec le respect qu'on sait, toute la violence qui peut je dis ça ironiquement, en respect, toute la violence qui peut, qui continue, qui peut surgir à ce moment-là. C'est ça que je trouvais sidérant dans tes deux, que je trouve sidérant dans tes 2 livres en fait. J'avais d'abord trouvé ça dans Salé et l'eau de la mer. C'est cette façon d'être à la fois dans quelque chose de très métaphorique, de très poétique, dans le roman, et de pouvoir passer de sentiments qui vont être immédiatement connotés plus comme bienvenus dans la poésie, et de choses beaucoup plus crues mais qui restent quand même poétiques. Comment est-ce que tu fais ? Alors, il faut savoir que depuis toute jeune, j'écris, et c'est vraiment un exutoire, et les mots viennent, je les laisse aller, rouler, comme je l'ai écrit. J'ai pas de technique pour un petit peu répondre à ce que tu as soulevé tout à l'heure. J'écris avec mon cœur, avec mes émotions présentes de l'instant. Et c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps à chaque fois. Le premier, c'est des récits sur 20 ans de vie, sans doute, oui. Au minimum. Oui, au minimum. Ouais. Au minimum. Et ici, de 2013 à 2021, donc on est à peu près à 8 ans. J'ai commencé à réellement écrire ce livre en 2016, à y mettre vraiment la forme. Oui, je me souviens, tu m'en parlais. Voilà, on en avait eu quelques fois des discussions. Mais il y a quelque chose qui a été seulement vécu, enfin, qui m'est apparu, seulement maintenant, juste quand je le clôturais. Oui. C'est que j'ai une sœur qui est allée aux États-Unis, seule, il y a 23 ans maintenant. D'accord. Et donc l'histoire continue. Et ce texte, je l'ai écrit donc un petit peu avant qu'on clôture. Et il s'appelle Comme une évidence. Donc vraiment, c'est elle aux États-Unis qui est partie seule. Et ça me touche énormément. Qu'elle s'installe, une continuité, oui. Et je la voyais pas en fait. Je la voyais pas. Voilà. J'avais ma sœur qui était partie. Oui. Et voilà, c'est un peu toutes ces émotions-là qui sont compliquées de rattacher les unes aux autres. Mais ces textes étaient là, ils étaient écrits, parfois pensés, parfois. Et voilà. Ça a été un peu. Et puis, comme tu le sais, j'ai un frère qui est décédé à 3 ans. Et là, j'ai mis une pause et j'ai dédié ce livre à mon frère. Voilà, de là où il est. C'est vraiment important pour moi, pour tout ce qu'il a pu représenter dans ma vie en tant que petite sœur. Et voilà, le rôle qu'il a eu. Et voilà, sa mémoire soit en paix.
Je voulais rajouter aussi quelques petites choses concernant la maison d'édition Antidote. C'est très important parce que sans cette maison d'édition, sans Luc Vervat, sans Nadine Rosa-Rosso, sans toutes les personnes qui sont là derrière tout ce petit travail de fourmi et de bénévoles, je tiens à le dire, tout est fait d'une manière altruiste. Il y a une personne qui nous a quittés, qui avait corrigé mon premier livre, Daniel Wagner. Donc je voulais aussi faire un petit mot pour lui. Et on ne l'oublie pas. On n'oublie pas. Et ce sont vraiment des personnes qui contribuent à créer un monde meilleur. Voilà. Je te mets dans le lot, Jérémy. Non, parce pas moi. que, Non, je rigole. Voilà, de ma place à moi, voilà, j'ai vraiment beaucoup d'estime et d'admiration pour le travail que tu fais, comme je l'ai dit au début. Et pour la maison d'édition Antidote, voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour leur patience, pour l'accueil des textes tels qu'ils sont. Personne n'a jamais essayé de changer aucune de mes phrases. On a corrigé mes fautes d'orthographe avec beaucoup de générosité, presque en me faisant croire qu'il n'y en avait presque pas. Et voilà, donc big up et vraiment à toute cette équipe qui est derrière, voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est le premier produit d'Antidote. Nous sommes allés à Londres avec Luc. Oui, je me rappelle de ça. Et c'est très important de le dire, voilà, ce sont des prisonniers qui ont fait ce livre. Ah, ça, je ne savais pas. Et qui ont, voilà, c'est un travail artisanal, donc vraiment le cahier de poésie et voilà, il a sa place dans l'histoire d'Antidote. Et, par ça, rapport voilà. aussi à l'engagement sur la question des prisons, exactement. Et toutes les choses que je raconte aussi, parce que je parle beaucoup des prisons dans Salé-l'eau de la mer, voilà, des souffrances de beaucoup de jeunes. Donc j'en dirai pas plus, ceux qui l'ont lu connaissent un petit peu. Mais voilà, je voulais remercier en tout cas Antidote et Jérémy aujourd'hui pour ta présence. Je ne sais pas si tu as... Oui, je voulais dire quelque chose sur Antidote justement. Je trouve que ce qui est vraiment, de mon point de vue à moi, vraiment à saluer chez eux, c'est le fait, et quand est-ce que c'est arrivé avant, d'avoir sorti un livre d'une femme qui se définit comme issue et se hissant aussi à partir de la migration. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que d'avoir eu la pertinence de saisir qu'est-ce qui se passait dans ce livre et combien il y a d'écrivaines qui sont issues de cette expérience-là et qui sont visibilisées. Il n'y en a pas énormément, ou alors ça va être sur des sujets qui sont très attendus. Voilà, ça va être... voilà, on ne va même pas rentrer dans les stéréotypes parce que bon, c'est pas la peine. Ils peuvent être suffisamment blessants déjà par le nombre, leur densité. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment tout à l'honneur de cette équipe-là d'avoir pu te repérer, quoi, en fait, et d'avoir pu être à l'écoute et comprendre qu'est-ce qui se jouait dans ton écriture. Je voulais te poser une question par rapport à ton écriture, c'était... dans les ateliers que j'ai pu faire avec des femmes migrantes, j'ai toujours été sidéré par leur manière d'écrire, dès qu'elles s'y mettaient. Et je trouve que tu écris d'une manière qui est cousine de leur manière d'écrire. Alors il y en a qui écrivent de manière très crue, mais c'est très beau. Il y en a qui écrivent de manière plus métaphorique. Bon, toi, tu as cette spécificité de mélanger, malgré toi, je pense, ou parce que finalement c'est fait pour être mélangé, roman, ce qu'on va catégoriser comme roman ici, et poésie, et ce qu'on va catégoriser comme poésie. Mais est-ce que tu penses, par exemple, que ta puissance d'évocation, ton pouvoir d'évocation, c'est comme ça que je le nommerais, ta qualité littéraire, est-ce que tu as l'impression qu'elle vient aussi de certaines choses qui t'ont été transmises par ta famille ou par ta communauté dans la manière qu'ils ont de raconter les choses, de parler, de transmettre la mémoire, dans certaines expressions du quotidien, dans certains proverbes. C'est des questions, hein, vraiment. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. D'accord. Cette faculté aussi de narrer des récits très profonds avec quelque chose de poétique. Et dans la culture marocaine, en tout cas, il y a tellement d'expressions
pour tout et rien. Mais je pense, oui, que j'ai baigné grâce à ma mère, dans beaucoup d'expressions. Donc il t'a narré. Oui, oui. Et elle aussi, elle en utilisait pas mal. J'ai baigné dans vraiment des tas d'expressions où on narrait des choses parfois graves avec on va dire des expressions ou des choses qui enlevaient un petit peu à la gravité, on va dire, de l'événement même. Mais ma mère était une championne des expressions, ça je peux l'affirmer. Elle avait des expressions pour tout et rien, comme je l'ai dit. Tu peux donner un exemple, si jamais? C'est pas évident que ça te vienne en tête comme ça. Oui. Mais par exemple, je me souviens à l'hôpital, un jour, elle est rentrée dans la chambre par erreur de quelqu'un, donc elle était hospitalisée, donc on se promenait dans le couloir. Et je lui ai dit, il faut que tu retournes dans ta chambre, c'est pas la tienne. Et je dis, la dame, elle a l'air fâchée. Alors elle m'a dit, c'est pas parce qu'on a passé une nuit dans les temps qu'on est devenu une grenouille. D'accord. Voilà. Pour elle, elle était juste à l'hôpital. Elle n'était pas propriétaire des lieux. C'est tout. Et donc elle en avait comme ça. Ben voilà, c'est à ça que je pense. Et dans la culture arabe, enfin marocaine en tout cas, on en a des tonnes, quoi. Tu prends un bâton et tu l'embellis, mais bon, en arabe on dit zin aouiyed ou les juillet, donc il y en a plein qu'on peut. Mais c'est vrai que j'avais une amie qui était algérienne d'origine et dont la mère, quand elle se fâchait sur son mari, ne lui disait pas, je sais pas moi, imbécile ou connard, ou je ne sais pas ce qu'on peut dire. Elle lui disait, tu es une terre aride que piétine un troupeau de porcs. C'était pas gentil. Et ce qui est intéressant aussi, qu'il y a aussi dans les textes des femmes migrantes que j'ai pu rencontrer, c'est pas gentil. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme tes textes aussi, ils font mal parfois. Tu vois? Ils sont pas là pour correspondre à l'image d'une femme sage, qui va être, dont il peut émaner évidemment de la douceur, mais il peut émaner aussi autre chose de plus tranchant et qui participe aussi à fabriquer peut-être cette douceur. Voilà. En tout cas, il y a les deux dans ton style d'écriture, je trouve. Ma dernière question, c'était sur il y a un moment, tu parles d'un rapport ambivalent de ta grand-mère à sa nature, à la nature qui l'environne, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si tu as un exemple. Tu parles d'une nature aride, mais qu'en même temps, cette nature, elle fait sens pour elle. Est-ce que, par exemple, pour toi, la nature, alors toute la nature, ou la nature que tu connais peut-être du pays d'origine de tes parents et auquel tu es toujours relié, donc de l'autre rive, est-ce qu'elle t'inspire, par exemple? Énormément. Voilà. Et tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que convoquer, par exemple, tel être de cette nature, est-ce que je peux dire être de cette nature? Oui. Dans le sens où un arbre est un être de cette nature? Oui. Quand j'étais petite, c'était les figuiers. Oui. C'était un refuge. Pour d'autres enfants, peut-être ici d'ailleurs, le refuge n'est pas spécialement un arbre, peut-être la chambre. Pour moi, c'était le figuier. Tu allais sous lui ou tu grimpais dedans? Je grimpais, donc il est à l'intérieur du livre. Il a été photographié par ma cousine qui a la gentillesse de se déplacer, de nous faire la photo et de nous l'envoyer. Et il est sur la couverture ici, même si on ne le voit pas bien, il y a cette épave. Ah oui, tout à fait. Ouais. Et il y a l'encrier, l'encre qui vient représenter tout l'espoir auquel on s'agrippe, on s'attache. Mais la mer est pour moi ce qui est le plus formidable, le plus fort, le plus grand aspect de la nature qui a été mon confident. Parce que toute jeune, je me réfugiais, je prenais le train, j'allais à Grenoble, j'allais à Bruges, en cachette sans rien dire. Donc même la mer du Nord, même la mer du Nord, même la grise exactement, bleue mer du Nord, même la grise bleue, qu'il pleuve, qu'il neige, était pour moi un refuge. Donc la nature, dans la transmission, c'est quelque chose qui est très important dans ce livre aussi, et que j'évoque, c'est vraiment cette transmission qu'a-t-elle fait de moi, qu'est-ce que j'en garde et qu'est-ce que moi j'ai fait d'elle.
ce sont les grandes questions dans le livre, voilà, sur lesquelles je voulais absolument venir chercher un peu le lecteur, chacun sa vie, chacun son regard. Donc, c'est une phrase hyper importante qui résume vraiment, je pense, que tout ce qui a pu te pousser dans l'écriture de ce livre. Et juste pour finir sur la nature, ce qu'on appelle ici la nature, ou les êtres de la nature, par exemple, c'est vrai que des fois, ne serait-ce que d'écrire le mouvement de la mer, ou d'écrire un arbre, c'est comme si, rien que ce mouvement d'écrit, il racontait des mouvements émotionnels qui nous traversent et des expériences qu'on a vécues. Les vagues racontent ce qui passe, qui disparaît et dont il reste quelque chose. Et plein d'autres choses aussi. Tu en parles même presque mieux que moi-même. Non, mais j'ai l'impression, si je me permets de dire ça, c'est parce que pour moi, ton livre, il est baigné de ça en fait. Il y a parfois des évocations d'êtres de la nature qui jouent, leur évocation fait écho et raconte déjà une histoire, ou quelque chose qui ressemble à ton histoire. Je pense vraiment à quelque chose. Ça, c'est vraiment le regard des personnes venues ici en hiver, et je l'ai écrit aussi, c'est comme si à l'extérieur il manquait la lumière, comme si elle avait été décrochée, comme si quelque chose qui est d'emblée là, présent, tous les matins, le soleil qui brille, même après les nuages, il ressort. Ici, c'était complètement soustrait au paysage. Donc, c'est justement ce que je voulais entendre. Tu vois, rien que là, par exemple, tu as dit décroché, tu as dit soustrait, et tu as parlé de lumière décrochée, lumière soustrait. Et bien cette histoire de lumière soustrait, tu décris juste un paysage, mais ce paysage, c'est comme si il était le réceptacle de nos histoires, et en l'occurrence de ton histoire à toi. En tout cas, c'est ce qui transparaît dans ton livre. Voilà, Jérémy, je te remercie en tout cas. C'est moi qui te remercie pour d'avoir écrit cette préface avec beaucoup de générosité. Pour moi, je l'associe à la générosité, prendre du temps pour lire et venir donner son regard, en tout cas, ou donner son savoir, parce qu'il y a aussi le savoir que je suis venue chercher en te demandant de le faire aussi. C'est plus un regard que Oui, mais il y a aussi toute ton expérience, les études que tu as faites, c'est très important, donc ce n'est pas anodin, mais c'est avec beaucoup de générosité. C'est ce qui est pour moi le principal, et je te remercie pour ça. Ok, merci beaucoup. Infiniment. Et moi, merci pour tes livres et tes paroles. Merci.